Studio est arrivé. Que penser de son design fermé et de sa connectique? Pour quels usages? Faut-il lui préférer un MacBook Pro, un Mac Pro, voire un PC? La puissance promise par l'étonnant processeur M1 Ultra réunissant 2 puces en une est-elle au rendez-vous? Premier test, sans oublier un tour d'horizon du Studio Display, le nouveau moniteur d'Apple. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions, powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional. If you're looking for a great VPN, truly dedicated to protecting your privacy, choose CyberGhost VPN. Just one subscription allows you to protect up to 7 devices at the same time, whether you're on Windows, Mac OS, iOS, Android, Linux, routers, smart TVs, or other devices. We have over 30 million users worldwide, and we offer great prices, a 45-day money-back guarantee, 24/7 support in 4 languages. Oh, and we keep absolutely no logs. So, go ahead, become a ghostie today, and stay safe and secure. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité en plateau cette semaine, j'ai beaucoup de chance, un YouTuber dont les vidéos brillent, entre autres, par la qualité de ses prises de vue. Il est jeune, il a plein de cheveux, tout l'inverse de moi. Il reçoit les produits d'Apple avant tout le monde, tout l'inverse de moi. Autant dire qu'il réunit toutes les qualités qui feraient que je sois très très jaloux, et je le suis un max, mais il a beaucoup de talent. JB de e-Collection, bonjour JB. e-Collection. Ouais, on peut tout dire en soi. Salut Olivier, ça va? Ça va bien, ça fait plaisir. On se connaît par vidéo interposée. Raconte-nous un peu ton histoire, c'est vraiment une belle histoire que celle de e-Collection. Non, ouais, je suis à part que tu regardais On refait le Mac quand tu étais encore au collège. Mais bon, j'oublie cette... J'oublie cette... Ouais, t'étais peut-être encore très très jeune. Ouais, j'ai commencé très jeune. Moi. Ouais. Non, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 11 ans. Cette année, je fête mes 11 ans. Sur de la tech, parce que je suis passionné des nouvelles technologies. Et du coup, à l'époque, je regardais déjà On refait les Mac dans les nouvelles technologies. Ouais, et on peut dire que ça m'a un peu donné envie, je te cache pas, sur l'envie de continuer de faire justement de la tech sur YouTube. Et puis aujourd'hui, c'est une chaîne avec combien d'abonnés? Plus de 800 000? 850 000, ouais. Waouh. Et c'est super cool parce que je m'amuse toujours autant comme au début et c'est trop bien. Et j'ai plein de produits high-tech, je m'amuse, je teste tout et c'est trop bien. C'est la folie. Et tu as la chance d'avoir reçu bien avant nous donc, le Mac Studio. Et donc tu as le recul nécessaire ce soir pour nous aider à dresser et à rendre un premier verdict, et je crois que tu as plein de choses à dire. Autre chroniqueur qui, lui aussi, a reçu ses Mac Studio, et lui aussi, ses vidéos, reconnaissons-le, ils sont particulièrement léchés. En duplex de Lausanne, Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut les amis, ça fait plaisir ce petit plateau, très sympathique. Ben oui, on va parler des produits Apple, et moi je trouve ça bien, tu vois, regarde, toi tu as commencé même dans la presse écrite, nous on a fait les sites internet et un petit peu de YouTube, et JB lui est arrivé direct dans YouTube. En fait on a un peu les 3 générations de médias. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que elles se sont pas tuées entre elles. C'est-à-dire qu'il y a toujours des magazines, il y a toujours des sites, il y a toujours du YouTube. Et je trouve ça cool aujourd'hui, tu vois, de voir qu'il y a tous ces supports comme ça qui sont disponibles maintenant. Donc, suivant ce que tu préfères, voilà, tu peux regarder des formats un peu différents. Il y a toujours des magazines, mais ils sont beaucoup moins nombreux et ça fait. Il y en a un peu encore. Hein. Ouais, heureusement, il y a toujours iCreate pour le monde Apple, mais c'est pas grave. Un mot au sujet de notre sponsor SanDisk Professional. Si vous recherchez une solution de stockage ultra performante pour des opérations de sauvegarde et de montage gourmand en capacité pour vos vidéos et votre post-production,
SanDisk Professional commercialise le G-Drive Pro avec 2 ports, un double 3, 20 gigabits par seconde et un port USB-C. Il embarque un disque haute performance Ultrastar de la gamme Enterprise et porte une garantie de 5 ans. Donc, fiabilité assurée. Sa capacité de base est de 4 Tera et se décline nouveauté désormais jusqu'à 20 Teraoctets. Bref, du sur-mesure pour le Mac Studio. Regardez, il est là. SanDisk Professional vous accompagne à chaque étape de votre workflow. Regarde, ça va parfaitement avec les produits Apple. C'est de toute beauté. Autre partenaire dans cette émission de Refait le Mac, c'est assez exceptionnel. Ça s'appelle CyberGhost. C'est un VPN qui vous propose un bon plan. Si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne et rester à l'abri des regards indiscrets ou encore le streaming, CyberGhost est le VPN qu'il vous faut. Chiffrement de points, tout étant simple d'usage. Gestion jusqu'à 7 appareils. Bien sûr, tous les modèles d'Apple qu'ils tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV. Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois gratuits. Vous trouvez le lien dans la description. Allez-y, cliquez. C'est une belle manière de soutenir. On refait le Mac. Allez les amis, avant de passer au crible, le Mac Studio, parlons du nouveau moniteur d'Apple conçu pour l'accompagner. Il s'appelle le Studio Display. Alors regardez les amis, on commence tout de suite avec une réaction sur Twitter d'un tweetos dans relm.tv d'Alexandre alias Rose Z06 Off. Je n'utilise même pas 10% de MacBook Pro M1 Pro 14. Je trouve ça dommage que ce Mac Studio ne soit pas aussi pro que le MacBook Pro avec le Studio Display qui n'est pas mini LED ni 120 Hz. Le Pro Display XDR est complètement hors budget. On rappelle un petit peu les faits, les amis. Effectivement, il y a eu pas mal de critiques d'après la revue de presse que j'ai fait avant de préparer cette émission parce qu'on a reçu le Mac Studio et l'Apple Studio Display que la veille du tournage de cette émission. Donc, c'était un peu juste pour en faire un grand test. On y reviendra la semaine prochaine dans un grand test. Donc, c'est un moniteur 27 pouces. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. 27 pouces 5K, comme feu l'iMac 5K, qui est donc sorti du catalogue. Qu'est-ce que tu en as pas déjà, je vois qu'il n'y a pas de bordure. C'est déjà un bon plan. Il y a moins de bordure que justement ce qu'Apple pouvait proposer à l'époque avec, on se souvient, les Cinema Display. Ouais. On parle d'il y a près de 10 ans à peu près. On est sur l'équivalence à peu près de ce qu'on a eu l'année dernière sur l'iMac 24 pouces. C'est vraiment le même style de bordure, mais ça reste un peu plus épais que par exemple le Pro Display XDR. Donc, en fait, toi, tu as les deux. Donc moi, j'ai les deux chez moi, donc je peux comparer. J'ai comparé, et en effet, c'est différent. C'est pas la même taille, c'est pas la même définition, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas du tout la même épaisseur, c'est pas la même utilisation. Mais ça reste un écran fait, on va dire, plus pour le grand public que le Pro Display XDR, ça c'est clair. Oui, en termes de de par tarif. le tarif, mais aussi de par les technologies embarquées. Donc le tarif, c'est combien celui-là 1749 ou 59. Ouais. Et alors que le XDR, c'est plus dans les 5000 euros sans le pied. Attention. Sans le pied, oui. On verra qu'il y a des petites Là, le pied est fourni avec, et surtout, il ne s'enlève pas le pied. Ouais. Sur le Pro Display XDR, il a cette ingéniosité de pouvoir s'enlever, de pouvoir le changer. Alors Didier, tu en as pensé quoi de ton côté? En termes de luminosité, on est très proche de ce que... Nous, on a un iMac à la régie 27 pouces de 2012, donc c'est le i5K, c'est très très proche, on les a comparés rapidement tout à l'heure. Ils sont légèrement plus lumineux, mais ça reste très très proche de ce qu'on avait sur l'iMac. En fait, il est malin, Tim Cook. Tu vois, il avait une dalle d'iMac de 2014, bien rentabilisée, tu vois, les usines, elles tournent. Il se dit, disons, si on mettait un bel habillage de XDR, on met 2-3 trucs, genre un peu de son, un peu de webcam, et on te le vend 2 fois le prix. Et voilà un peu le résultat. Alors, en fait, c'est pas un mauvais écran, mais en fait, effectivement, la technologie est de 2014. C'est un écran IPS, 500, 600 nits, tu vois, c'est des luminosités d'iMac. On est très loin même des iPhones. Les iPhones dépassent les 1000 nits. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il est un peu, comme on dit, over-engineered sur certains côtés, tu vois, d'aller te mettre de l'audio, des trucs et tout. Mais par contre, sur la partie purement dalle, pas tellement. C'est plutôt une vieille dalle. Et c'est pour ça qu'il a été assez critiqué. C'est que oui, tu achètes un design, mais tu n'achètes pas vraiment le top du top. C'est un peu l'Audi, tu vois, le mec qui veut s'acheter une Audi, mais qui prend le moteur de base, quoi. Ouais, ou une Skoda. Bref, en termes de design, c'est beaucoup plus sobre que le XDR avec toutes ces l'orfèvrerie. Les perforations derrière, il est magnifique. Là, il est minimaliste à souhait. Si on les compare, donc quelles sont vraiment les grandes différences? J'imagine que c'est les noirs. Tu parlais de dalle IPS, Didier. Mais il y a aussi que celui-ci embarque une caméra, des micros et un haut-parleur, enfin des haut-parleurs que le Pro Display XDR n'embarque pas. Ouais. Il faut obligatoirement connecter par-dessus une webcam, des haut-parleurs. C'est un bon point, effectivement. Et ça, moi qui ai un Pro Display XDR depuis des années, qu'est-ce que c'est compliqué de ne pas avoir de webcam, de ne pas avoir de son et de devoir à tout prix à chaque fois connecter des choses dessus pour avoir un minimum de son en tant que sortie. Donc ça, c'est un gros point. Et surtout, moi, je trouve que le son qui est émis de par cet écran est super bon.
Didier, il a dû le tester, ce son, bien entendu. Son Dolby Atmos, 6 haut-parleurs, c'est ça? Ouais, 6 haut-parleurs, 3 micros. C'est super quali, non? Didier, dis-nous tout. En fait, je sais pas si vous avez déjà eu des écrans avec du son intégré, le son est vraiment pourri. C'est-à-dire qu'en général, quand tu as ça, c'est vraiment du dépannage, quoi. Ouais. Donc, par rapport à tous ces écrans, le son est super. Donc là, si tu mets effectivement, tu mets du Apple TV+, tout ça. C'est vrai que si tu as vraiment juste un écran de base, c'est pas terrible. Après, moi, tu vois, par exemple, j'ai une webcam Logitech. Là, comme JB, moi, j'ai un XDR. Et du coup, tout le monde a des XDR, en fait. Presque. Sauf que Olivier. Moi, j'ai beaucoup plus grand, regardez. Olivier, si vous en avez un qui traîne. Et du coup, je lui ai mis la Logitech 4K, qui est vraiment une super webcam. La Brio, quand tu vas voir, parce que là, on va faire une petite vidéo où je compare. La Logitech, elle est 10 fois au-dessus. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, ils n'ont pas mis un truc de ouf. Ils ont mis une petite webcam d'iPad. Et le son, je dirais, oui, c'est bien pour l'intégrer. Il n'y a pas de souci. Tu vois, ils ont fait le boulot parce que les basses, tout ça, c'est pas facile dans un petit espace de faire du son de qualité. Pour autant, tu mets 2 petites enceintes, même un peu Logitech, machin, qui coûtent pas cher, t'es tout de suite beaucoup mieux, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que ils ont voulu un peu tout faire, mais c'est pas non plus méga haut de gamme. C'est-à-dire que pour 2000 balles, tu vas avoir un son bien pour l'intégrer, mais moyen en termes de son. Tu vas avoir une webcam pas mal pour l'intégrer, mais moyenne en termes de webcam. Donc tu vois, moi je trouve que c'est bien, mais je suis partagé, quoi. Alors, on va voir que c'est un peu une constante de cette émission, parce que c'est vrai que pendant des années, il y a des années, Apple avait dit on arrête les moniteurs, puisqu'en fait, on n'arrive pas à apporter une valeur ajoutée par rapport à la concurrence, donc pourquoi en sortir un? Là, on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée. Et on verra que sur le Mac Studio, il renie quelques concepts aussi, notamment par rapport à l'iMac et tout intégré. Donc, c'est vraiment une constante de cette émission. En avance sur l'ergonomie, parlons d'ergonomie, c'est plutôt... Moi, j'ai trouvé plutôt bof dans la mesure où on n'a pas en standard la possibilité de régler en hauteur, notamment le système génial qui est sur le XDR, qui là est en option. Moi, j'ai la version avec le pied du Pro Display XDR. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'on peut le monter et l'incliner, et ça, c'est quand même vachement pratique. On peut pas le tourner, pour le coup. Celui du Pro Display XDR, on peut le tourner dans un sens ou dans l'autre, et le mettre à l'horizontale ou à la verticale. C'est pas possible. C'est dommage. Et on pouvait pas, j'avais cru comprendre, changer le pied, mais si on va en Apple Store, on peut changer le pied. Ouais. Parce que de base, on achète avec un pied. Si tu veux mettre un pied ajustable, si tu veux l'accrocher au mur avec le pied VESA, on peut aller en Apple Store avec son écran. Alors il faut le transporter. Et en Apple Store, ils sauront nous enlever notre pied et mettre l'autre pied. J'ai pas testé. Je pense que personne n'a testé à ce stade, sachant que l'écran vient de sortir il y a quelques jours à peine. Ouais. Mais c'est quelque chose qui serait possible. Je trouve joli franchement comme écran. Ça c'est clair côté design. Après c'est du Apple encore une fois, c'est du tout en un. Ils essaient de mettre le strict minimum ou ce qui peut suffire pour monsieur et madame tout le monde en grand public. Ouais. Et puis si on veut vraiment la meilleure qualité, le meilleur design, on passe directement à Pro Display XDR. Donc les gens qui ont l'habitude de mettre des bouquins sur l'iMac pour le surélever, si vous avez la version de base... mettez le Mac Studio pour le surélever, c'est pas bête, pour le coup il est un peu épais. Voilà, sinon la version à hauteur réglable va vous coûter 460 € en option. La particularité, ce qui est plus étonnant, c'est que c'est un vrai petit ordi, ce moniteur, parce qu'il y a une puce à l'intérieur, JB. Il y a la puce A13 qui est embarquée dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Une puce qui, en fait, rend cet écran, entre guillemets, connecté. Ou en tout cas, un écran qui va pouvoir fonctionner, pas tout seul, parce qu'il faut obligatoirement qu'il ait un ordinateur de connecté dessus. Mais par exemple, pour la webcam, il y aura le cadre centré qui va nous permettre de pouvoir suivre le visage de l'utilisateur, qu'il soit tout seul, qu'il s'éloigne, qu'il s'approche, ou d'autres personnes rentrent dans la pièce. Donc en fait, on se demande pourquoi Apple a mis un A13 à l'intérieur. Parce que c'est ultra puissant pour ça. C'est ultra puissant pour juste ça, entre guillemets. Après, il y a aussi l'audio spatial qui est disponible dans le son de l'ordinateur. Ils avaient des puces en trop. Ouais, sûrement, très certainement. Mais surtout, dommage que cet écran ne puisse pas fonctionner, entre guillemets, tout seul. Il est autonome, presque un iMac. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, je crois qu'indirectement, il embarque iOS. Donc, il pourrait faire des choses tout seul, mais il ne fait pas. Il va falloir le mettre à jour. Mais on va en parler dans un instant. Donc, tu disais cadre centré, donc la fonction qui permet de rester dans l'écran, qui est apparue sur l'iPad l'année dernière. Tu en as pensé quoi, Didier? J'ai lu à droite à gauche que ce n'était pas aussi réactif que les versions par ailleurs. Tu l'as constaté toi aussi ou pas? Ou c'est exagéré? Ouais, ça va. En fait, la vraie question, c'est t'es derrière ton écran. Je veux dire, t'es pas à 10 derrière un écran d'ordi. Tu vois, c'est une fonction qui me paraît un peu démente. Alors, effectivement, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça vraiment génial. Moi, il fait énormément de visio. Il y a quelqu'un qui vient à côté de toi, clac, il élargit tout seul. Oui, mais je trouve ça génial. Dans la vraie vie, toi, tu vis tout seul en Helvétie, donc c'est sûr, tu connais pas ce problème-là. Mais par contre, il y a une vraie question qui est quand même intéressante par rapport à ce que disait JB. C'est effectivement, en fait, c'est une espèce d'iPad non tactile, ce truc, mais il n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait être une Apple TV.
tu vois, quelque part. Et par contre, il y a une différence, par exemple, entre Apple et Tesla, c'est que Tesla, ils vont te mettre des fonctions dans la voiture, des trucs hardware, puis ils vont les activer petit à petit. Tu vois, on pourrait imaginer qu'Apple rende cet écran Apple TV, par exemple. Tu te dis, tiens, mais bon, il n'y a rien. On peut le faire AirPlay. Mais en fait, ils vont pas le faire parce que c'est Apple. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà prévu l'usage. L'usage, il est figé. Donc, ils vont pas le faire. Mais potentiellement, ce serait une idée de génie. T'imagines, il serait tactile. Tu pourrais aller te balader comme ça sur ton Apple TV ou tu pourrais, j'en sais rien, dessiner à l'écran. Non, ils l'ont pas fait. Et c'est très bizarre parce que tu dis, un Mac, il peut gérer quand même le son et un cadre centré. Enfin, je veux dire, les Mac récents, là, surtout, il n'y a aucun souci. Donc, c'est assez bizarre quand même d'avoir mis tout ça. Petite parenthèse, vous avez noté qu'il n'y a pas d'encoche qui a tendance à être généralisée sur les produits d'Apple, pas sur les ordinateurs ni les moniteurs de bureau. Alors, on parlait de l'amélioration de traitement de l'image. Il y a eu pas mal de polémiques à ce sujet de la part des premiers testeurs qui ont pointé du doigt la qualité d'image de la caméra intégrée de 12 millions de pixels. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Alors, je cite nos confrères de The Verge, affreuse en milieu bien éclairé, horrible dans une pièce sombre. Vous confirmez, messieurs, peut-être... JB. Honnêtement, moi, j'ai pas eu de grands soucis sur cette webcam, cette caméra intégrée. J'ai dû faire 3-4 visios depuis que je l'ai, depuis 2-3 semaines. J'ai pas eu le gros souci. Un super set d'éclairage à la maison, c'est pour ça. C'est sûrement peut-être dû à ça. Oui, je sais pas. J'ai jamais testé en faible luminosité. Je vais venir ici pour le tester. J'ai pas été surpris ou désagréablement surpris par la qualité. Je sais qu'il y en a qui ont eu des mauvais retours. J'ai vu les retours, les tweets et tout ça des gens. On a vu des captures d'écran. Et quand je vois ça, je dis ouais, ok, d'accord. Et j'ai pas eu ça moi, donc je sais pas si c'est vraiment lié à tous les moniteurs ou si c'est lié à certains moniteurs. Je sais pas. Didier, si tu as des problèmes Didier, toi, de ton côté? En fait, je te dis, je l'ai comparé avec la Logitech et c'est vrai qu'elle est d'un cran de c'est normal. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est 12 mégas, mais sur de l'ultra grand angle. C'est-à-dire qu'en fait, la webcam en tant que telle, c'est même pas du 1080 sur un champ réduit. Et en fait, c'est lié à ça, c'est-à-dire que ça bruite quand même très très vite. Donc effectivement, si tu as un petit peu... L'avantage, c'est que tu as quand même une bonne puce à l'intérieur qui te permet, tu vois, d'éclaircir le visage, de corriger un peu certaines choses. Mais il y a un moment donné, tu as un micro-capteur, il va pas faire des miracles non plus, et sur un ultra grand angle... Ouais, mais je pense que, le souci vient justement du traitement logiciel. Et je plains la personne qui a validé... au sein de chez Apple, le fait que cette elle est peut-être déjà plus là. Je pense qu'elle est déjà partie. Donc Apple a promis une mise à jour. Regardez, on a fait brièvement le test. Vous avez à gauche la webcam de notre iMac Core i9 qui était déjà une caméra 1080p. C'est l'iMac de 2020. À droite, celle du Studio Display. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'un et l'autre. Ce n'était pas non plus des caméras de foudre de guerre. On verra effectivement si le fait qu'il soit mis à jour changera la chose et ça ne vient pas plus de logiciel que de la caméra entre elles. Elle-même, pardon. Bon point en revanche, donc la puce A15 A13 qui gère le rendu sonore, on l'a vu, donc ça c'est plutôt sympa, l'audio spatial. Les micros, est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer? On sait que c'est vraiment le mantra d'Apple depuis quelque temps de nous mettre des micros de podcast dans les Mac, dans les MacBook Pro. Là, on voit les haut-parleurs. Est-ce que vous avez perçu une vraie différence en termes de qualité sonore qui permettrait de faire de la captation presque podcast avec son écran plutôt que branché à un écran externe? Jusqu'à faire la captation podcast de voix, c'est quand même compliqué. Par contre, moi, je me suis amusé à faire la guitare acoustique sur l'écran qui m'enregistre. Et franchement, le résultat est super bon. Pour le coup, c'est vraiment comme sur les derniers MacBook Pro depuis le 16 pouces Intel de 2019, où Apple avait vraiment commencé à mettre des micros professionnels dans ses Mac. Et la qualité est très très bonne. Et là, du coup, sur un écran encore plus grand, c'est encore mieux. Ouais, c'est plutôt pour de la visio en clair. Donc c'est pour la visio, pour écouter de la voix, mais c'est pas pour s'enregistrer. Si on a besoin de faire une voix, comme on dit, assez en urgence, il vaut mieux prendre un bon vieux micro. Il vaut mieux prendre même son iPhone. Qui fait un peu mieux. On le rapproche plus facilement de sa bouche. Didier, tu confirmes? Oui, je suis assez d'accord. En fait, on dit exactement des banalités, mais le tout intégré, pour du tout intégré, il est super. Mais par contre, tu prends le moindre micro, enceinte ou webcam à côté, ce sera meilleur. C'est toujours la même chose. Voilà. Ouais. Alors, qui dit puce, on a dit A13, dit iOS intégré, donc il faudra mettre à jour régulièrement son moniteur. Regardez, une petite mésaventure qui est arrivée à un testeur qu'il a, comme toi, reçu avant tout le monde. Et voilà, il y a une petit bug, il a fallu tout réinstaller, donc c'est aussi le revers de la médaille d'avoir un écran connecté. Dernier point, il serait refroidi par des ventilos. On a vu sur quelques images qui ont fuité de l'intérieur de la machine. Est-ce que vous avez entendu un bruit particulier s'il y a des ventilos derrière? Du vent, enfin un peu de vent. Parce qu'à un moment, je me suis penché par le dessus pour mettre un câble par en dessous dans les ports connectiques derrière. Et j'ai senti un peu d'air sortir par le dessus de l'écran. Donc il y a en effet
un système à l'intérieur qui fait... Ça t'a pas gêné pour bosser? Pas du tout, non, mais ça ne s'entend pas, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, sauf si on colle son oreille ou sa peau dessus. Ouais. Là, j'étais vraiment collé dessus. Mais à part ça, non, on voit pas du tout. Alors, conclusion, messieurs, faut-il acheter un écran 27 pouces 5K, le dernier studio display de chez Apple? Est-ce que vous validez ou c'est vrai que les écrans 5K sont pas très légion, donc il n'y a pas forcément énormément de choix si on veut du 5K. Hein. Pour ceux qui veulent du Apple tout intégré, c'est clairement un bel écran pour du grand public. On va pas se le cacher, c'est un joli design, c'est un écran de bonne qualité. Mais est-ce que c'est une machine pour le grand public, le Mac Studio? On est chez Apple encore une fois. Ouais. Après, on peut ne pas le connecter à un Mac Studio, on peut le connecter à son MacBook Pro, à son iPad, même si, attention, ça fait pas grand-chose, ça sert à rien. Ça, ouais. Également à un PC, bref, on peut le connecter à plein d'autres produits. Donc, moi, j'aime bien cet écran. Moi, je l'ai la version mat avec l'écran, donc en verre nano texturé. Je suis fan parce que même si on a un peu un écran qui bave, si on compare à un écran brillant, c'est tellement génial de ne pas avoir de reflets sur un écran. Est-ce qu'on a un peu de mal ici dans le studio pour Ouais. ne pas avoir les reflets des projecteurs? Donc moi j'aime bien cet écran. Je préfère le Pro Display XDR, c'est clair, net et précis, mais c'est pas le même budget, loin de là. Ouais. Donc moi, je le conseille, mais pas pour les professionnels qui veulent travailler dessus parce qu'il paraît que sur la d'accord. colorimétrie précise, c'est un peu compliqué. Tu confirmes, Didier? Moi, je le conseillerais pas. En fait, cet écran, je prendrais plutôt un LG lorsqu'il sera dispo, mais ils sont toujours en rupture, je crois, les écrans de chez LG. Hein. Ouais, en fait, ce qui est rageant, c'est de ne pas avoir de HDR, de mini LED. Et surtout, je les vois bien arriver quand même, peut-être pas dans 6 mois, mais peut-être dans 1 an ou 2, avec la version mini LED, grand public. En fait, aujourd'hui, je pense qu'ils veulent un peu segmenter leur gamme. Après, il y a peut-être la pénurie de composants et tout. Mais c'est vrai que pour le prix, tu t'aimerais un peu de mini LED. T'aimerais qu'ils montent au moins à 1000 nits, quoi. Oui, Parce que là, c'est assez incompréhensible. un peu. Tu vois, tu filmes avec ton iPhone en HDR. T'as ton MacBook Pro en HDR. Même, tu vois, vrai. sans parler de grand public, pro, tout ça, je trouve que ce serait dans la chaîne, en fait. Ce serait logique. Non, Là, en 2022, quand même, à 2000 balles, tu veux du mini LED, quoi. Ouais, la moindre télé de qualité chinoise, il y a du mini LED aujourd'hui dedans, hein, ou il y a du QLED, donc on arrive quand même à avoir ou carrément de l'OLED, donc on est un peu surpris d'avoir à ce niveau de prix encore une dalle IPS. Mais effectivement, c'est une stratégie d'Apple, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Allez, gros plan à présent sur le Mac Studio, on va parler de son design. Alors, un nouveau design, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et au-delà, une nouvelle famille de produits studio qui se positionne, JB, entre l'iMac et le Mac Pro. C'est ça, et il reprend le design, on le voit, du Mac Mini, mais en plus épais. Ouais, 2 fois, en C'est gros, un peu plus de 2 fois plus épais, ouais. ouais, c'est 2 Mac Mini l'un sur l'autre. C'est exactement ça. La première fois que j'ai vu, j'ai dit, ok, bon, c'est un style de design, on fait avec. On s'y fait, clairement, mais je trouve que la façade avant était un peu bizarre. On aurait pu peut-être s'attendre à un peu plus joli, un peu mieux. Mais en même temps, j'ai envie de dire que depuis que Johnny Ive est parti de chez Apple, le design passe un peu en second, et il passe par contre directement en première intention, c'est l'utilité et la praticité. Et en fait, il y a tous les ports connectiques qu'on a besoin. Oui, avant, il fallait batailler pour avoir les C'est ports. ça, il fallait avoir toujours que les derrière. adaptateurs. Où il n'y avait pas de port du tout. Hein. Il n'y en avait pas du tout. Là, on a tout ce qu'il faut pour le coup. Et on le pose sur un bureau. C'est vachement puissant. Ça ne s'entend pas. Ça fait pas de bruit. Ça ne chauffe pas. Tu as les deux, toi? Tu as reçu le... Moi, j'ai le M1 Ultra D'accord. en full option. Ok. Donc, au moins, Là nous, on a reçu un M1 Max. ouais. Bon, apparemment, des gens se plaignent du bruit. Moi, j'ai mis l'oreille dessus, franchement. Ah non, vas-y, moi j'ai abuse eu pas. aucun bruit. Pourtant, j'en ai eu fait Mais, des montages non, vidéo. pas sur l'Ultra, sur le Max. Sur le Max. Ouais, Ok. bizarrement. Mais moi, j'ai pas eu de Ouais. soucis particuliers. Alors, effectivement, ce concept de cube, de machine assez compacte, ça n'est pas nouvelle chez Apple. Ça amène une réaction sur Twitter, regardez, de Rémi Verung, qui est un fidèle de Refait le Mac. Apple n'est-il pas désespérant pour l'interrogation? Ils sont assez critiques ce soir. Un énième remake des cubes Next et Apple, si cher à Olivier, effectivement. J'adore le cube, c'est ma machine fétiche. Mais j'adore aussi le Mac Pro. Comme les Mac Pro 2013-2019, il n'est pas au standard du marché et est pensé comme une workstation SGI de 1995. C'est sévère, mais il est vrai qu'Apple s'est essayé à des machines Pro compactes dans le passé. Mais c'est vrai que l'envers du décor, c'est qu'elle n'était pas très évolutive. On se souvient effectivement du Power Mac G4 Cube, ma machine préférée, ou encore le Mac Pro Corbeil au milieu des années 2010. 2 échecs, soit dit en passant, donc j'espère qu'il sera un petit peu différent cette fois-ci. Mais regardez comme elle était belle, cette machine. C'est pour moi l'une des plus belles machines designées par Apple sous l'ère Johnny Ive. Et là, vous avez l'une des dernières qu'il ait designées, à savoir le Mac Pro, qui aucune des deux n'a tenu ses promesses, soit dit en passant, en termes de vente. En gros, le Mac Studio fait la hauteur, on l'a dit, de 2 Mac Mini. Moi, bizarrement, je m'attendais, Didier, à un Mac plus compact, parce qu'on se disait, tiens, avec l'arrivée des nouvelles générations de puces, on va pouvoir vraiment se lâcher sur le design.
Et c'était sans compter sur le M1 Ultra, Didier. En fait, quand tu l'ouvres, c'est en fait un gros dissipateur thermique, ce truc. C'est-à-dire que c'est essentiellement de la ventilation. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lime dedans. Il ne faut pas oublier, la plupart des PC, ils ont une la lime externe. Donc en fait, tu as la lime. Et surtout, la puce, en fait, à l'intérieur est énorme. Si tu compares avec un Ryzen, là, je crois, la vidéo que tu mets, la MaxTech, ils ont ouvert, ils ont montré à côté d'une puce Ryzen. Et en fait, la puce est énorme. Ouais. Comme tu as tout le GPU, le CPU dessus. Et finalement, en fait, c'est quand même une machine qu'il faut refroidir. Alors ça monte à... Moi, j'ai mesuré 160 watts au max à peu près. Dans un petit format comme ça, c'est vrai qu'il faut quand même envoyer. En fait, l'équivalent sur PC n'existe quasiment pas en termes de performance. Donc c'est vrai que de pouvoir faire plus compact, je pense que ça aurait été compliqué sans faire de bruit. Là, vraiment, comme disait JB tout à l'heure, on ne l'entend pas. Et même, vous faites des gros exports Final Cut. Là, j'ai même fait, tu sais, le truc où tu lances 18 flux en ProRes 4.2.2 là, sous Final Cut. Tu n'entends pas la machine. C'est quand même un truc de fou. Enfin, je veux dire, avant, un flux ProRes sur un Mac Pro, non seulement ça soufflait, mais t'arrivais à peine à le faire avec le 16 cœurs. Là, c'est quand même complètement fou, tu vois. Alors, on a vu on pensait au départ qu'il était plutôt difficile d'accéder aux composants. Donc, on a vu sur ces images qu'il était possible relativement facilement de l'ouvrir. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de machines toujours fermées ? On peut accéder aux composants, mais pas forcément les changer. Fermé, clairement fermé. C'est pas du tout fait pour le changer. Je crois qu'on peut changer le SSD, si je me trompe pas. Enfin, on peut changer. On peut le retirer. On peut peut-être, en connaissance de cause, ou Apple en tout cas pourrait le changer, mais c'est pas du tout fait pour le changer. On le configure de base comme n'importe quel produit Apple sur le site ou en Apple Store, et on le garde comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Donc on peut pas changer la mémoire parce qu'elle est intégrée dans la puce, donc ça c'est un peu normal, on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on parlera du M1 Ultra. Le SSD, donc effectivement on l'a vu dans la vidéo, on peut le retirer, c'est un format un peu propriétaire, Didier, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, pas standard, mais par contre justement plusieurs personnes se sont essayées d'échanger les SSD entre j'arriverai pas à le dire, des Mac Studio, voilà, il y est arrivé, et ça marche pas, il faut passer par la case Apple Store, Didier. Oui, parce qu'en fait, c'est pas des SSD. C'est-à-dire que ce qui se détache, c'est juste la partie mémoire, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de contrôleur, rien du tout. En fait, c'est juste de la mémoire chiffrée, et en fait, ça ne va pas marcher sur un autre Mac parce qu'elle est chiffrée. Mais en fait, si tu veux, moi je trouve qu'ils sont un peu nuls de ne pas laisser les gens mettre des SSD. Déjà parce qu'il y a pas, ça monte à 8 Tera comme dans un MacBook Pro, donc tu dis quand même dans une machine comme ça, ils pourraient mettre un peu plus. Et surtout maintenant, tu as des disques NVMe ultra rapides. Non, mais pour un Pro, 8 Tera, c'est rien du tout. Enfin, tu mets des rushs, de la 8K. Regarde, 20 Tera. Voilà, non mais oui, mais regarde, tu vois ça sur un SSD NVMe, là, tu mettrais 3 emplacements M2 dedans, ça serait super cool, avec une petite trappe derrière. Et non mais moi je trouve ça en fait frustrant, c'est-à-dire qu'effectivement bon, il y a ce système d'architecture complètement intégré. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire sur le Mac Pro parce que finalement la mémoire est soudée, les SSD aussi ou quasiment, la puce, le GPU, il n'y a pas de GPU externe. En fait, tu achètes une machine figée, ce que disait JB tout à l'heure, c'est figé jusqu'à la fin. Et ce concept n'a jamais marché chez Apple, sauf sur du Mac mini, du grand public, de l'iPhone, des trucs comme ça, mais sur du Pro, c'est quand même très dur de figer une machine et de dire tiens, dans 4 ans, elle sera encore au top. Non, dans 4 ans, elle sera pas au top. Déjà, le GPU, il est moyen, enfin, on va voir après. Mais tu vois, je trouve que c'est un vrai pari. Alors peut-être qu'ils vont y arriver quand même parce qu'ils ont un peu aujourd'hui des segments entre deux. C'est-à-dire, pour ceux qui font de la vidéo, c'est ultra optimisé. Donc, tu vas avoir une machine qui va rester quand même performante, pas mal. Mais regarde, aujourd'hui, là, les Mac Pro poubelles, ils avaient promis qu'ils les feraient évoluer, tout ça. C'est des machines qui sont devenues très vite obsolètes. Non, mais c'est étonnant qu'ils soient retournés dans ce concept, tu vois. Mais tu as raison. Mais c'est vrai que le principe souviens-toi des Mac Pro Corbeil, ils avaient promis, et je me souviens encore de la déclaration de Fichiler sur la scène, à l'époque c'était encore au Moscone Center, où ils disaient, bien sûr vous allez avoir des évolutions régulières de la puce, des GPU, mais ils ne sont jamais arrivés. Voilà. Donc l'enjeu c'est que la machine évolue, qu'ils arrêtent de faire des machines pro et qu'ils n'évoluent pas pendant 2-3 ans, comme on a pu voir pour l'iMac. La Mac était super en tout intégré. Mais pendant 3 ans, il n'a pas évolué. Le Mac Pro. Le Mac Pro d'aujourd'hui, là, tu ne peux pas changer le CPU, alors qu'il est sur un socket, théoriquement tu peux. Les GPU, ils ont eu beaucoup de temps à... Théoriquement, mais tu peux potentiellement le changer, mais il faut quand même qu'il soit géré par macOS. Donc il faut quand même qu'Apple l'autorise. Et là aujourd'hui, il te compare le Mac Studio à des Mac Pro, mais il compare à des vieux Xeon de 2019. En plus, qui était déjà pas à la pointe totalement à l'époque. On va y venir sur les benches, on va y venir. Alors regarde, quand même, ne boudons pas notre plaisir, tu le soulignais tout à l'heure, JB, ce côté connectique. Il semblerait effectivement que depuis le départ de Johnny Ive, Apple a vraiment changé de philosophie. Regarde cette réaction sur Twitter d'édito. Il y a enfin une machine avec un bon nombre de ports. Est-ce le résultat du passage sur une architecture bipro ?
Plus de contrôleurs? Non, c'est pas ça. Pourquoi ne pas faire ça sur le reste de la gamme M1? Peut-être sur le M2. Bravo encore à l'équipe pour votre travail. Merci à vous. Je pense pas que ce soit lié au biprocessing. D'ailleurs, c'est pas du biprocessing. On en parlera dans un instant. C'est un peu plus compliqué que ça là, mais ne boudons pas le plaisir. 2 ports USB-C sur la face avant sur le M1 Max. Sur le M1 Max. Sinon, c'est du Thunderbolt sur le Pro. La surprise, c'est la carte SD. Ça, j'en reviens pas. Carte SD sur une face avant chez Apple, mais il y a tremblement de terre à Cupertino. Et vous les voyez là sur la face avant. Et au dos, 4 ports Thunderbolt 4, une prise Ethernet 10 gigabits. Surprise, 2 ports USB-A. Alors vraiment, là, je ne sais pas ce qui est arrivé chez Apple. Ils se sont dit, tiens, l'USB-C c'est mieux, mais on va quand même mettre des ports USB-A. Ils nous ont écoutés. Une sortie HDMI et une sortie jack. Bon, c'est pas du HDMI 120 Hz pour du 4K 120 Hz, mais c'est pas mal quand même. Alors peut-on dire, les amis, qu'Apple a vraiment écoute maintenant ces utilisateurs? J'ai écrit moi dans le prompteur et arrête de les emmerder, mais c'est vrai que c'était sur les MacBook Pro, c'était le cas, quoi. Bah clairement, le design passait vraiment avant tout pendant quelques années chez Apple, les 2016. 2020, on va dire. Et depuis que Johnny Ive est parti, c'est vraiment ça, en fait. Toi, tu penses que c'était le diktat des designers sur les ingénieurs? Je pense que le design prenait le lead sur la praticité. Ça a toujours été un peu le cas, quand même. Ça a toujours été le cas chez Apple, mais ils arrivaient quand même à avoir quelques petits... Ils ont poussé trop loin le curseur. Ouais, beaucoup trop loin. Les MacBook Pro étaient parfaits, étaient jolis, il y avait tout calé. Il y a des petits problèmes de clavier issus du là. Mais... d'avoir que des ports USB-C à l'époque ou Thunderbolt, qu'est-ce que c'était pas pratique, parce que finalement on avait besoin d'un HDMI, on avait on a toujours besoin d'un truc en plus. Là, dans des machines comme ça, de tout avoir intégré, et même dans les nouveaux MacBook Pro sortis fin d'année 2021, d'avoir de la SD, de l'HDMI et des ports un peu partout, c'est juste trop pratique d'avoir un tout en un, pour le coup, qui est vraiment un tout en un. Moi, ça fait plaisir qu'en tout cas, parce que je me souviens que moi, quand j'avais vu les MacBook Pro, j'avais quand même dit, bon, tout le monde était s'extasier devant ces machines. Je dis, mais je branche quoi là-dessus? Mais l'USB-C, c'est l'avenir. Dans quelques mois, tu verras, la conversion sera faite. Et on a vu que la plupart des gens continuent à utiliser l'USB-A aujourd'hui. Donc. Après, vraiment, encore une fois, pour l'axe grand public, c'est pas du grand public ça, mais un MacBook Air, par exemple, on n'a pas beaucoup besoin quand on est étudiant, par exemple, qu'on prend des cours, qu'on écrit des notes et autres, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, d'airdrop et beaucoup de choses se font sans fil. Donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de ports sur des machines grand public. Après, sur des MacBook Pro, le terme Pro, justement, on a besoin de ports dessus, et c'est bien qu'Apple ait remis tous ces ports sur ces machines, dont sur le Mac Studio, avec cette pléiade au dos, et c'est tellement génial d'avoir l'expression balance ton port, bien sûr. Bon point, l'alimentation, n'importe quoi est intégré. La machine est relativement transportable, en tout cas plus transportable qu'un iMac, donc c'est bon à savoir pour un pro qui a besoin de travailler et d'avoir une station de travail relativement nomade, pas autant qu'un MacBook Pro. Par contre, la différence est notable en termes de poids, Didier, entre le M1 Max et le M1 Ultra. Il y a presque 1 kg d'écart entre les deux, 2,7 et 3,6 kg. Comment tu l'expliques, Didier? C'est fou, 1 kg. C'est énorme. Parce que celle-là est toute légère, mais le Ultra, il est quand même presque 4 kg. Vas-y, tu vois, il est beaucoup plus léger que le tien. Ouais, il est léger, Comme je t'ai dit, c'est surtout du refroidissement cette machine. Et apparemment, sur la version Ultra, donc c'est un dissipateur en cuivre qui est un peu plus dense, donc un peu plus lourd tout simplement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'entend moins. Ouais. Et du coup, il a finalement un meilleur refroidissement de meilleure qualité aussi. Donc c'est vraiment... Oui, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais moi, je l'ai mis dans un sac à dos. Et tu vois, je l'ai transporté à la maison, tout ça, pour faire des petits tests et tout. Et c'était rigolo de pouvoir mettre un Mac comme ça, super puissant, dans un sac à dos. Mais par contre, ça pèse, c'est dense, quoi. Il faut prendre un M1 Max comme moi, pas un Ultra. Ça sert à rien, l'Ultra, c'est trop lourd. Voilà, on dira ça. Allez, après le design global de la machine, on va s'intéresser cette fois-ci au design plus étonnant, mais du processeur M1 Ultra qui équipe le haut de gamme du Mac Studio. Mais avant, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine, dans On refait le Mac, c'est Didier Polichini qui s'y colle. Et oui, Olivier. Et on commence cette semaine avec Face ID qui pourrait arriver sous l'écran en 2023. Tu sais qu'on parle beaucoup de l'encoche en ce moment. Alors, ce ne sera pas pour cette année, la disparition de l'encoche, mais peut-être pour 2023. 2023, c'est quand même demain. C'est la prochaine génération d'iPhone. Donc, ils seraient parvenus à trouver une série de capteurs qui arriveraient à rentrer sous l'écran. Bon, ils ne l'ont pas fait pour Touch ID. Moi, je mets des grosses pincettes sur cette rumeur. Mais par contre, je pense que ça ferait plaisir à pas mal de monde, tu vois. Ouais, et puis chaque année, on l'annonce pour l'année. Le retard, il va finir par arriver, ça y est, sur l'écran, mais c'est pas pour tout de suite, effectivement. Deuxième info, rumeur. Oui, qui est lié d'ailleurs. Donc cette année, on aura un iPhone 14, tu sais. Et en fait, il y a des petites rumeurs qui commencent à dire qu'on pourrait avoir justement une encoche en 2 parties. C'est un petit rond et une petite pastille. C'est un peu c'est rigolo. Et en fait, les rumeurs se contredisent. Et là,
Effectivement, on aurait peut-être ça. Il y a des schémas en fait qui ont fuité. Tu sais, les schémas sont c'est des assez bonnes rumeurs en général parce que ça sort vraiment des usines, donc on peut vraiment se baser dessus pour faire des rumeurs. Et là, il y aurait effectivement la double perforation. Donc voilà, l'iPhone va changer un petit peu de look en façade. Ouais, je crois que c'était la semaine dernière. On disait qu'est-ce que vous voudriez voir changer le plus rapidement possible sur la prochaine génération d'iPhone et près de 40% des gens disaient l'encoche. Ouais. Donc, c'est sans surprise. Troisième info ou rumeur, des pannes à répétition chez Apple ? Oui, d'ailleurs, je pense que si tu étais sur iCloud et tous les services d'Apple cette semaine, tu as dû bien morfler. Voilà, moi, j'avais même mon HomeKit qui marchait plus. Je pouvais plus allumer mes lampes. J'étais ravi. Et en fait, oui. Je m'emmerdais pour préparer cette émission. J'avais plus accès à rien. Donc, c'était super. Mais tu sais qu'il y a quand même beaucoup de pannes chez Apple, plus que chez Google et compagnie. Il y en a vraiment. Moi, je fais quasiment une news toutes les semaines sur des pannes d'Apple. J'exagère à peine. Mais bon, là, avec la guerre, avec les petites sanctions américaines, peut-être que c'est du piratage. Voilà, il y a pas mal de services qui tombent. Ouais. Donc, ça pourrait être aussi quelques actions malveillantes en clair. Exactement. Allez, cap sur l'Europe dans la quatrième info. Oui, et tu sais que Apple commence à se faire embêter là pour son système de paiement sur l'App Store, qui est avec son monopole d'Apple Pay. Et effectivement, aux Pays-Bas, ils ont placé une loi qui oblige Apple à ouvrir son système sous peine d'amende. Et ben Apple a choisi l'amende, donc il paye, je sais plus combien de millions toutes les semaines, mais c'est pas mal. Mais ils s'en fichent. Tu vois, comme quoi finalement, faire plier une GAFA, c'est pas si facile. Oui, c'est-à-dire que c'est une goutte d'eau par rapport à leur trésor de guerre, effectivement. Dernière info concernant les iPads cette fois-ci. Et ça, je l'ai constaté, l'iPad Air 5. Alors, on m'a dit que c'était un peu le cas aussi sur l'iPad Air 4, mais moi, je l'ai vraiment vu sur l'iPad Air 5. Écoute, il a l'air d'un peu moins bonne qualité. Par exemple, il craque un peu quand tu le maltraites dans les mains. Quand tu appuies derrière la coque, tu as une petite bulle qui apparaît sur l'écran. J'ai aussi vu, tu sais, j'ai deux modèles et j'en ai un avec le bouton qui est pas bien scellé, quoi, qui fait du bruit. T'as envoyé une copie d'iPad ? Non, mais surtout, c'est pas l'iPad à 200, c'est l'iPad à 700, 800, 900. Donc, c'est des iPads très chers. T'as reçu un faux iPad, c'est ça ? Et j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient le même problème. Donc, on n'a pas encore fait le test. Mais j'espère que surtout que ce sera durable, que ce ne sera pas des choses très graves, tu vois, sur la durée, en fait. Alors toi, tu as constaté des choses, tu l'as testé toi aussi ? Ouais, je l'ai eu, mais j'ai rien vu tout ça, pour le coup. Alors, soit j'ai eu un modèle parfait, mais le dos, il va très bien, il n'y a pas de craquelure, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bouton qui bouge. Bon, nous, on l'a tout juste reçu, donc on n'a pas encore ouvert, donc on fera une vidéo la semaine prochaine, on vous dira ça. Il n'y a pas de chance, Didier, dis donc. Non, t'appuies derrière, non mais je pense qu'ils le font tous, parce que je pense qu'il y a un composant qui est très près de l'écran, il faut vraiment appuyer juste derrière, comme ça tu le tiens dans tes mains, et tu vois la bulle. Et appuyer, c'est-à-dire tu appuies fort ou tu as juste mis la main sur son iPad Non, mais tu sais, c'est comme quand tu appuies sur l'écran, tu sais, ça fait des petites marques sur l'écran LCD. Donc ça fait ça, en fait. Mais depuis derrière, c'est bizarre, parce que quand tu dessines, par exemple, ça peut être un peu gênant, quoi. D'accord, quand tu le tiens, que tu appuies en même temps. Bon, on fera on en fera un petit ORLM Express la semaine prochaine. Petite annonce, une petite page de couleur dans cette émission, c'est important. Un mot au sujet de notre sponsor SanDisk Professional. Si vous recherchez une solution de stockage ultra performante pour des opérations de sauvegarde et de montage gourmandes en capacité pour vos vidéos et votre post-production, SanDisk Professional commercialise le G-Drive Pro avec 2 ports en double 3, 20 gigabits par seconde et un port USB-C. Il embarque un disque haute performance Ultrastar de la gamme Enterprise et il porte sa garantie jusqu'à 5 ans. Donc la fiabilité est assurée, sa capacité de base est de 4 téros et de téraoctets téros. Et se décline nouveauté désormais jusqu'à 20 téraoctets. Bref, du sur-mesure pour le Mac Studio, il arrive à point nommé. SanDisk Professionnel est présent à chaque étape de votre workflow. Autre parrain de cette émission, notre partenaire CyberGhost qui vous propose un bon plan. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne, tout simplement, rester à l'abri des regards ou encore assurer du streaming si vous êtes à l'étranger, CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut. Chiffrement de pointe tout en étant simple d'usage. Gestion jusqu'à 7 appareils et bien sûr tous les modèles d'Apple qui tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV pratique pour regarder les programmes qui ne sont pas accessibles en Europe notamment. Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois de gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Allez, retour au Mac Studio et on va s'intéresser cette fois-ci à la chose la plus étonnante qui a été annoncée par Tim Cook il y a 15 jours déjà maintenant, la nouvelle puce haut de gamme d'Apple, le M1 Ultra. 2 puces en une, c'est le titre de cette partie, de ce chapitre. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer les choses JB. C'est Apple a collé 2 M1 Max et relié par une étonnante interface baptisée Ultra Fusion
c'est une sorte de pont, de bridge qui permet de doubler sur le papier la puissance de la puce en multipliant tout par 2 en fait. Ouais, déjà que M1 Max, je trouve, moi, pour mon utilisation, c'était démesuré. Alors, sur ton MacBook Pro, Ouais, sur mon MacBook Pro 16 pouces. Je m'étais dit, mais ok, on est au maximum que ce qu'Apple peut proposer côté puissance. En fait, non, pas du tout. Ils ont dit, on va faire mieux, on va faire 2 M1 Max collés bout à bout et on va doubler, voire même plus la puissance dans cette machine qui, du coup, est la seule qui aujourd'hui propose ce fameux M1 Ultra. C'est son nom. Et je pense que Didier a fait plus de tests précis, un peu on verra techniques, tout à l'heure, sur justement toute la puissance de cette machine. Mais moi, déjà que M1 Max, ça me suffisait beaucoup. M1 Ultra, je vois pas de grande différence avec M1 Max. Par rapport à tes besoins. Par rapport à mes besoins à moi. Pour la vidéo sur YouTube notamment. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être utile. Oui, mais pour des professionnels qui, du coup, vont en avoir besoin et vont vraiment bénéficier de toutes ces puissances. Sauf si tu passes, qui sait, bientôt à la 8K sur YouTube. Tu sais pas, là, tu auras peut-être besoin d'un 8K. 2 fois plus de cœurs, 20 cœurs jusqu'à 64 cœurs GPU, c'est dingue. 4 Media Engine, 2 fois plus de RAM, évidemment, jusqu'à 128 Go. Et 2 fois plus de bande passante jusqu'à, tenez-vous bien, 800 gigaoctets par seconde. C'est dingue. Qui, honnêtement, a besoin d'autant de puissance? C'est l'objet du prochain chapitre, tu vas voir. Alors, regardez cette réaction sur Alexandre. Comment imaginez-vous le Mac Pro teaser lors de la keynote la possibilité d'avoir un Mac configurable avec plusieurs cartes M1 Ultra, interchangeable à l'avenir par du M2 Ultra, qu'on puisse changer du disque dur. C'est vrai que du coup, quand on voit cette machine, et Apple l'a dit lors de la conférence, Didier, tu interviens quand tu veux, que le Mac Pro est toujours d'actualité, mais il arrivera un peu plus tard. Donc on se dit, mais là... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ça va être un quadriprocesseur, la prochaine Mac Studio ? Peut-être que la différence sera que le Mac Studio, tout est soudé, ne pourra pas bouger. Le Mac Pro, on pourra changer, pourquoi pas, et évoluer la puce M1 qui, de base, ne peut pas bouger dans son ordinateur. Peut-être que Didier a la réponse à ça. Didier, tu en penses quoi de ce futur Mac Pro qui arrive ? Moi, je suis un peu perplexe parce que l'architecture qu'ils ont présentée depuis le M1, en fait, ils ont fait que la décliner. En fait, ils ont un peu doublé, ils ont rebidouillé. Mais même le cœur en tant que tel que tu as dans ton M1 Ultra, là, c'est toujours un cœur de M1 qui a 1 an et demi, tu vois, qui est basé même sur une architecture, je sais plus, de la 13 ou quelque chose comme ça, ou de la 14, je crois que c'était. Mais c'est quand même... ce que je veux dire par là, c'est que j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent sortir de ce tout intégré où tu as le GPU, le CPU, la RAM au même endroit, et d'aller dire oui, on va pouvoir rajouter de la RAM, oui, on va pouvoir rajouter un GPU. Alors GPU peut-être, tu vois, avec des petites cartes, pourquoi pas, éventuellement, mais tu vois, tu vas pas pouvoir avoir un CPU sur un socket que tu pourras changer. Non, même la mémoire vive, ça me paraît compliqué. Non, la mémoire, tu ne pourras pas la changer. Les SSD, quand tu vois que même dans le Mac Pro, tu peux pas non, mais il y aura peut-être des ports PCI, tout simplement, pour mettre des cartes d'acquisition. Et la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'il y aura des ports PCI ? Parce que c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, ils te mettent du Thunderbolt, donc tu peux mettre des châssis PCI, ça marche. Ouais. Mais par contre, il faut acheter le châssis à chaque fois que tu veux acheter une carte, donc ça te coûte 500 balles, c'est hyper cher. Donc c'est mystérieux, quoi. Donc pour toi, il n'y aurait pas forcément de l'évolutivité, mais plus de puissance. J'ai discuté avec Fred Crassa, tu le connais aussi, Didier, tu sais, c'est un fidèle de Refait le Mac notamment, qui depuis des mois étudie de très près, tu sais, les puces M1, notamment en collaboration avec MaxTech qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo YouTube. Et c'est lui qui est l'un des premiers à avoir découvert qu'il y avait ce die-to-die, donc ce pont, ce bridge à la base qui permet aujourd'hui de relier 2 puces en une. Et sa théorie est assez intéressante, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il va essayer de venir avec nous dans une prochaine émission pour nous en parler, sans doute la semaine prochaine. Et c'est la raison pour laquelle le Mac Pro n'est pas disponible, parce qu'aujourd'hui, le design du M1, le die-to-die, donc le switch, vous avez vu, le pont est en bas, est à la base de la puce, donc on peut en mettre 2. Et puis on peut pas, voilà, il faut en mettre sur les côtés pour en avoir 4. Donc c'est la même famille de produits qu'on passe du M1 au M1 Max et au M1 Pro et au M1 Ultra. Il faut une nouvelle génération de produits pour le Mac Pro avec du die-to-die sur tous les côtés. Et là, on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puces. Voilà, c'est sa théorie, c'est intéressant. Ouais. Et il a quelques arguments à nous donner, on verra ça avec lui la semaine prochaine. En tout cas, tu le disais tout à l'heure, ou je ne sais plus si c'est Didier, du coup, c'est le fait d'ajouter 2 puces en une. Intel avait pointé du doigt déjà un peu en mauvais perdant en septembre-octobre dernier que la puce M1 Max était déjà énorme, mais là, elle est énorme, la place occupée par cette M1 Ultra. Et on serait revenu au temps des consoles Silicon Graphics. Regardez la taille de cette puce. On va voir de l'autre côté. Voilà, elle est énorme et on dirait presque une puce de mainframe pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître. Regardez cette taille. C'est sûr qu'on a du mal à voir ça dans un portable, voire même dans un iMac. C'est sans doute la raison pour laquelle l'iMac n'est pas encore arrivé en version
haut de gamme. Mais après, maintenant, avec ce qu'Apple propose, on n'est jamais à l'abri de rien. Hein. On ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent ça il y a 2 ans, de faire des M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, et de remettre tous les ports connectiques, de supprimer la touch bar, de remettre Touch ID, de changer le clavier. Ils changent d'avis, c'est bien. Finalement, ils changent d'avis, et peut-être qu'un jour, ils vont changer d'avis, ils vont permettre de pouvoir changer sa puce, de pouvoir changer tout ça, on n'en sait rien. Ça reste assez compliqué vu Ça paraît compliqué, mais... Vu le niveau d'intégration, tu vois, entre la mémoire, la puce, Enfin voilà, ça m'a l'air... Voilà, c'est comme si tu voulais changer la puce de ton iPhone, quand on est presque à ce niveau-là. La bonne nouvelle, Didier, c'est que c'est pas nouveau qu'Apple essaye de multiplier le nombre de puces. Le biprocessing chez Apple, ça fait des années que ça existe. Plus récemment, il y a une vingtaine d'années, et oui, je suis un peu plus âgé. Souvenez-vous du premier Mark G4 biprocesseur, notamment. Il avait 2 puces, mais ça a été un mythe déjà à l'époque. Le double GPU du Mac Pro. Mais c'était des architectures qui nécessitaient, Didier, de développer des logiciels, des applications sur mesure pour tirer parti de ces machines surpuissantes. Et si elles n'ont pas marché, c'est que les développeurs n'ont pas suivi à l'époque. Là, la différence, c'est que iOS ou macOS, en l'occurrence, non pas iOS, qu'est-ce que je raconte, ne voit qu'une seule puce, Didier. Oui, il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, ce qu'ils ont fait, le bridge, là, c'est des trucs qui existent déjà. Hein. Ils n'ont pas inventé la roue non plus. Non, donc, même sur les GPU, tu avais aussi 2 GPU à coller. C'est vrai qu'il y a des choses qui marchaient. Pas à ce niveau de bande passante, Didier. Si tu peux pas dire ça, non. Ça existait avant. Plus ou moins. Non, mais en fait, des crossbars, j'en entends parler depuis 30 ans dans l'informatique, c'est pas nouveau. La mémoire mais pas à ce niveau de puissance. Non, c'est pas vrai. La mémoire vidéo d'une 3090, elle est à plus d'un. Oui, mais là c'est l'ensemble de l'architecture qui est à ce niveau-là, pas juste la mémoire vidéo. Il n'y a pas d'équivalent. Non, mais c'est des choses qui existent déjà en électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, les points de comparaison d'Apple, si tu veux, ils sont aussi un peu biaisés. C'est-à-dire que Intel a fait aussi des gros progrès. Par exemple, on en parlera après peut-être, mais tu vois, le single core, donc la performance du processeur jusqu'à 1 cœur, voilà, aujourd'hui est plus rapide chez Intel que chez Apple, parce qu'en 1 an et demi, ils sont quand même bougé un petit peu les fesses. En fait, ce qui est assez fort là-dedans, c'est, je dirais, le niveau de puissance par rapport au niveau d'intégration. C'est-à-dire que ça consomme rien. C'est-à-dire que cette puce, elle a beau être grosse, au repos, elle consomme 20 watts. Et ça, c'est fabuleux parce que, c'est-à-dire qu'ils ont une énorme marge de manœuvre. Ils n'ont pas changé les fréquences par rapport à la même puce que tu as dans le MacBook Air. Tu es toujours autour de 3 GHz. Tu te dis, s'il la pousse, tu vois, pour un Mac Pro, s'il la pousse, j'en sais rien, à 5, peut-être même à 10 GHz, j'extrapole un peu, mais si tu prenais toute la puissance que tu as besoin dans un Intel aujourd'hui, on pourrait faire une machine ultra puissante. Et c'est peut-être ça qui nous prépare avec le Mac Pro, au lieu de préparer quelque chose de modulaire, peut-être de quelque chose de vraiment très puissant. Sachant que aussi, tu vois, dans les gros Xeon, enfin sur PC, les gros AMD aussi, ça existe, hein, du 128 cœurs, ça vaut 3, 4, 10 000 balles, 20 000 balles, mais ça commence à exister. C'est-à-dire que tu commences à avoir des très très grosses puissances de calcul maintenant dans des grosses puces comme ça aussi sur PC. Quoi. Ouais, mais la spécificité, encore une fois, des puces M1, tu m'arrêtes, hein, si tu as quelque chose à dire de ton côté JB, c'est pas forcément que c'est la puce la plus puissante, c'est le rapport puissance-consommation électrique qui est remarquable. C'est une puce à l'origine designée à l'origine d'ARM, c'est pour des puces pour des appareils nomades. Et là, il y a une vraie philosophie différente. C'est là la valeur ajoutée d'Apple aujourd'hui, notamment par rapport à Intel. On sait que Qualcomm a peut-être d'autres options à nous proposer dans les mois et les années qui viennent. Regarde cette réaction. Tu voulais dire quelque chose peut-être, JB ? Non. Je vous écoute avec admiration. On n'hésite pas à nous interrompre. Regardez sa réaction sur Twitter de Richard, alias Richard75 sur Twitter. Salut la team. Quand on voit les performances du Mac Studio, quel intérêt pour un Mac Pro ? Didier, tu as la réponse. Place au test. Primo, où se situe le Mac Studio par rapport au MacBook Pro M1 Max, un iMac 5K et un Mac Pro. Tu as fait les tests. Oui. Alors, en fait, quand tu regardes la keynote, tu as l'impression qu'ils ont sorti la machine ultime, la plus puissante qui existe. Ils ont un peu triché. Oui, ils ont beaucoup triché, mais c'est Apple. Enfin, tout le monde fait ça et c'est pas spécifique à Apple. Donc, effectivement, là, par exemple, tu regardes Geekbench, tu es plus rapide qu'un Core i9, tu vois, qui est la dernière puce d'Intel. Tu es plus rapide là que le Mac Pro à 28 cœurs, sauf que c'est Geekbench. C'est-à-dire que Geekbench, il t'additionne des pommes et des poires et il dit à la fin, bon, bah, celui-là, il est un peu plus rapide que l'autre. Tu fais le même test dans Cinebench, il te met le Intel devant. Parce que Cinebench, tu vois, il fait qu'un seul calcul, c'est de la calcul 3D, mais c'est un calcul spécifique, donc ça reflète pas la vraie vie non plus. Hein. Alors, ne va pas trop vite. Déjà, explique bien ce bench-là, on reviendra après sur Cinebench, mais concernant le Geekbench, là, ça confirme, ça c'est de la puissance théorique, donc ça veut rien dire, on est d'accord. Tu as fait déjà des tests de production, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce que tu fais toi aussi, JB. Qu'est-ce que ça change ma vie au quotidien, hein. On voit bien que la puce M1 Ultra est jusqu'à 2 fois plus rapide que la M1 Max. C'est confirmé dans ce test-là. Oui, totalement. En fait, tu as 2 fois plus de cœurs. Donc, si tu arrives à balancer tous les calculs sur tous les cœurs,
tu as effectivement 2 fois la puissance et c'est purement mathématique, quoi. Et où tu disais qu'Apple avait biaisé un peu les choses, c'est qu'on voit que sur ce slide qu'il est plus rapide qu'un Xeon à 28 cœurs du Mac Pro, mais le Mac Pro il date de 2019 dans l'échelle de la. Mais oui. Donc et puis les Xeon, si tu veux, c'est un peu lent parce que forcément c'est pas des grosses séries. C'est des gros serveurs, ils ont besoin de tourner très très vite. Le but c'était de mettre plein de puces. Donc voilà, ça met plus de temps à évoluer aussi. C'est basé sur des architectures un petit peu plus anciennes. Si tu prends les derniers Xeon, ils seront devant. En fait, aujourd'hui, chez AMD, tu as aussi des puces qui sont largement devant. Et d'ailleurs, quand tu fais des tests sous Cinebench par exemple, il te met, tu sais, la liste des puces ou même sur Geekbench. Et en fait, tu as beaucoup de puces qui sont plus rapides que même le M1 Ultra aujourd'hui. Hein. Ouais, et si on remet encore le slide, on voit que tu as testé une puce Core Intel i9 de dernière génération qui aurait pu arriver si Apple avait gardé cette puce-là. Et on voit que en monocœur, en tout cas, la puce du fondeur Santa Clara reste devant. Hein. Oui, un petit peu. Mais ça ne joue pas à grand-chose. Elle est devant, mais par contre, vu qu'elle consomme plus, tu vois, bon, voilà. Bien, alors voilà pour la partie théorique. En prod, un bon test, c'est vraiment d'illustrer la puissance brute avec de la puce. C'est souvent d'utiliser logique. Tu aimes bien faire ça, toi, Didier, alors, et de compter le nombre de pistes que tu as pu ouvrir. Est-ce que tu as explosé ton record avec le Mac Studio ? Eh ben, écoute, oui, c'est assez impressionnant. Je suis passé devant le Mac Pro. Alors, celui que j'avais testé, le Mac Pro, c'était le 16 cœurs, je crois. Et donc, je suis monté jusqu'à 350 pistes. Alors, bon, c'est un test qu'on fait. Hein, on fait toujours le même test. Pistes. Ouais, non, mais rigole pas, tu sais. Ouais. Moi, par exemple, Apple a fait des démos là, pendant les briefings où il y avait vraiment beaucoup de pistes sur des gros concerts et tout. Et en fait, oui, c'est des machines qui peuvent encaisser quand même un grand nombre de pistes. Sur le Ultra, Ouais, tu peux mettre des effets dessus, tu peux vraiment bouffer. Bah là, tu vois, 128 Go de RAM, tu demandes à un mec dans l'audio, il peut te les remplir avec des petits plugins Cubase et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'est vrai que pour l'audio, c'est impressionnant, c'est surtout de lancer ces 350 pistes et la machine ne fait aucun bruit. Et ça te consomme 150 watts. C'est-à-dire que l'équivalent que tu voudrais avoir avec un PC, je sais pas, il faudrait 1000 watts, un truc comme ça, tu vois. Bon, logique, c'est un logiciel d'Apple, on peut imaginer qu'il est taillé aussi sur mesure. Mais ça, c'est aussi la spécificité de l'offre d'Apple, hein, JB, c'est-à-dire de concevoir une machine plus pour certains usages qu'une machine professionnelle qui soit la plus puissante du marché. Ouais, clairement. Mais ça se voit avec ce petit produit. C'est pour la maison en soi, mais aussi pour ceux qui en ont besoin et qui vont avoir besoin de polyvalence en soi, directement pour pouvoir tout faire avec. Si tu fais un studio à la maison, par exemple, c'est ça. Ouais. On veut faire de la MAO, bon, on va pouvoir en faire. On va faire du montage vidéo, on va pouvoir en faire. On va faire de la retouche photo, on va pouvoir en faire. On va faire, je sais pas, du code, on va pouvoir également en faire. Donc oui, c'est ultra polyvalent, je trouve, comme petite machine, selon les logiciels, mais j'ai surtout l'impression que c'est selon les logiciels d'Apple, que ce soit du Logic, du Final Cut, ou des logiciels qui sont en partenariat, en collaboration avec Apple, genre du Pixelmator Pro qui prend en charge le Neural Engine. Donc c'est de ce côté-là où j'ai pu tester la machine, et je trouve que ça rend super bien. Ouais, alors justement, tu parlais de Final Cut Pro, est-ce que tu as vu une différence, tu nous en parleras peut-être après, JB, de ton côté, avec le M1 Ultra, est-ce qu'il creuse l'écart avec le M1 Max en mode Final Cut ? En fait, ça dépend un peu des tests. Ouais. J'ai eu par exemple des tests où j'ai eu très peu de différence. Alors, tu vois, je compare beaucoup de logiciels, hein, mais par exemple DaVinci Resolve là, que vous utilisez sûrement beaucoup aussi pour en prod, il est beaucoup plus optimisé. C'est-à-dire que lui, par exemple, quand je fais certains calculs, alors que c'est pas un logiciel. Oui, mais après c'est la conception. C'est-à-dire que peut-être qu'Apple se dit la plupart de mes utilisateurs ils utilisent que 12 cœurs, je vais pas essayer de les optimiser plus. Et là, effectivement, j'ai eu certains calculs où j'ai pas eu de grandes différences parce que en fait, quand tu regardes les cœurs, ils sont pas tous utilisés. Donc l'optimisation et toute la partie logicielle est effectivement extrêmement importante. Le pire, on en parlera peut-être après, c'est la suite Adobe où ils font des optimes, mais c'est au compte-gouttes. C'est-à-dire que en fait, entre 3 générations de puces, des fois, tu as très peu de différence de calcul. On parle de très longs calculs. Hein. Les exports, c'est des fois plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc quand tu divises par 2, ça peut être absolument énorme en fait. Alors n'oublie pas qu'on a encore une émission la semaine prochaine, donc on passera en revue l'ensemble des tests. Donc là, c'est juste un premier verdict. Par contre, tu as vraiment perçu la différence grâce à la présence des 4 Media Engine. Alors les 4 Media Engine, ça gère la compression, décompression hardware, des flux vidéo. Donc quand tu en fais un export, là, ça envoie toute la patate. Est-ce que tu as vraiment senti une différence à ce niveau-là ? Alors, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On arrive à lancer donc 18 flux 4K, 8K en ProRes. Donc, c'est quand même assez exigeant, si tu veux. Ouais, on le voit à la fin de la vidéo. Et ça, il faut faire le test. Moi, j'ai vu plein de gens qui retranscrivaient ce que disait Apple, mais quand tu le testes et tu le vois devant toi et que tu dis qu'avant, déjà, quelques flux sur un Mac Pro, c'était très compliqué. Là, sur cette bécane qui fait pas de bruit, c'est un truc de fou. Pour autant, par exemple, j'ai fait des exports. Et on te dit, il y a 4 Media Engine, et il n'y en a toujours que 2 qui travaillent. Donc, j'étais très surpris. J'ai fait des tests sous Final Cut, sous Premiere aussi.
Et j'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeurs aussi qui avaient découvert ça. Et là, par contre, j'étais déçu parce que effectivement, les Media Engine, c'est bien pour la lecture, mais personne lit 18 flux 8K sur un écran. Enfin, c'est très rare. Mais par contre, tes exports, t'en fais tout le temps. Et là, en fait, ça a pas doublé. Enfin, ça a pas divisé par deux. Alors, est-ce que c'est un bug logiciel? Est-ce qu'ils n'ont pas encore optimisé? Parce que tu sais qu'il y a une version de Final Cut qui va arriver. Donc peut-être qu'ils vont la mettre à jour. Mais en tout cas, c'est peut-être lié aussi à cette architecture. Tu vois, comme tu as deux puces à coller, c'est peut-être difficile d'envoyer les données des deux côtés tout le temps. Je sais pas. Hein, c'est vraiment. Alors, toi qui travailles au quotidien avec Final Cut Pro pour ta chaîne YouTube, tu nous disais en préambule qu'il n'y avait pas forcément sorti une énorme différence par rapport à tes besoins. Tu exportes en 4K, c'est ça, aujourd'hui? Ouais. Nous, tu vois, on reste en Full HD parce que on ne monte pas l'usine à gaz qui est derrière, qui est cachée au fond de studio, mais si on était en 4K, vous n'aurez jamais l'émission chaque semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé dans Final Cut? Est-ce que tu as eu l'effet waouh ou pas? Ça m'a fait juste un effet waouh sur le fait que j'ai connecté deux écrans ensemble, donc le Pro Display et celui-ci sur le Mac Studio, et que ça marche quand même vachement bien. Ça marche très très bien. Confort de travail, exactement. Ergonomie. Un écran qui a le retour, enfin le rendu vidéo en temps réel, l'autre écran qui va avoir la timeline. C'est fluide, c'est pratique, et surtout, ce qui est cool, c'est les temps de rendu sont extrêmement rapides. Les suivis d'objets, c'est quand on tu fais beaucoup ça dans tes... Ouais, je fais pas mal de suivis d'objets, exactement, ouais. Et en fait, en 4-5 secondes, c'est fait, c'est bouclé. Là où sur un M1 Max, on va mettre peut-être 15 secondes, sur un M1, ça va mettre 2 minutes, et voilà, plus on descend, plus ça va être long. Mais c'est vachement rapide, et les exports aussi. Ça, c'est en 1 minute, même pas, un fichier de 10 minutes en 4K est exporté. Et c'est un gain de temps, mais monumental, sans embrouille, sans que ça chauffe, sans rien du tout. En même temps, on peut faire d'autres choses à côté sur l'autre écran. Donc franchement, c'est clair que c'est une machine de travail parfaite pour du YouTube. Là, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas mieux aujourd'hui chez Apple que ça pour s'amuser. Mais pour autant, un M1 Max sur un MacBook Pro fait déjà très très bien. Un M1 Pro peut faire extrêmement bien aussi. C'est juste, j'ai l'impression, du gain de temps, en fait, et de la polyvalence de connecter, pourquoi pas, plusieurs écrans entre eux pour avoir plus de facilité de travail. Voilà, sauf si on travaille en 8K, sauf si on fait de la réalité virtuelle, ou la réalité augmentée. Ça dépend des usages de ce chacun. Fait de la 3D, là on verra vraiment se creuser, ou si tu multiplies jusqu'à 350 pistes d'audio, tu verras la différence. Parlons de la partie GPU. Apple avait été dithyrambique lors de la keynote il y a 15 jours, Didier. De manière générale, et c'est le sentiment de beaucoup de youtubeurs et de la presse tech en général, la partie GPU n'est pas aussi prometteuse qu'annoncée par Apple lors de son event. Oui, enfin, en fait, Apple, le problème, c'est qu'ils te comparent des choses qui sont pas très comparables. C'est-à-dire qu'ils te mettent, par exemple, ils ont fait un schéma, je sais pas si on l'a, mais où ils comparent effectivement avec la 3090, tu vois, donc la carte d'NVIDIA, ce qui est la plus puissante du monde. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que cette carte n'est pas dispo sur Mac. Donc ils te la mettent dans les slides, mais elle n'est pas dispo, alors qu'elle est plus puissante que la plus puissante d'AMD que tu as dans le Mac Pro. Mais bref. Et en fait, ce bench, il est rigolo parce que tu as l'impression qu'ils sont au même niveau, sauf que la 3090, en fait, elle peut grimper beaucoup plus en puissance. Il suffit de lui mettre des watts. Tu vois, tu lui mets un petit peu de puissance, il n'y a pas de problème, elle grimpe. Et en fait, la carte qu'on a, tu vois, on voit le schéma que tu nous mets. Ouais. Donc, elle est quand même relativement puissante. Mais par exemple, tu prends un Mac Pro avec sa Vega 2 Duo, tu pouvais en mettre 2 dans le Mac Pro. Donc là, j'en avais une, c'est déjà pas mal. C'est pas le même prix, hein, on est d'accord. Alors, évidemment, et puis en fait, tout est là. C'est-à-dire que oui, ce qu'on a sous les yeux est super par rapport au form factor, la conso et tout. Oui, mais si tu veux de la puissance, le Mac Pro de 2019, il était plus puissant en 2019, sachant que depuis, tu as encore des nouvelles cartes qui sont plus puissantes. Donc si tu mets là les dernières cartes qui sont dans le Mac Pro, ma courbe, elle dépasse l'écran 3 fois. Donc en fait, c'est très puissant. Mais en vidéo, par exemple, tu peux avoir, je ne sais pas si tu fais de la 3D aussi, tu peux avoir des très très gros besoins sur la partie GPU. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut tempérer aussi. C'est une machine un peu intermédiaire pour ces professions-là. Mais là, on parle vraiment de marché de niche. Hein, ceux qui ont besoin, tu vois, de 128 Go de mémoire vidéo, c'est une petite proportion de personnes. Ouais, et puis The Verge, pour citer que j'aime beaucoup également leurs vidéos, pointe le même chose que toi, Didier. Il n'y a pas de carte NVIDIA sur Mac, je paraphrase The Verge. Et effectivement, ils l'ont comparé à la dernière carte NVIDIA RTX 3090 et elle se montre sur Geekbench. Encore une fois, ce n'est pas forcément le meilleur test pour ça. Jusqu'à 2 fois plus rapide. Regardez cette réaction. Et je l'ai sélectionnée sur Twitter parce qu'elle nous revient souvent au milieu de la figure. Et c'est juste qu'on est des geeks, on aime bien la dernière génération de produits. Regardez ce monteur, ce qu'il nous dit. Vincent, je monte des programmes exigeants en termes de ressources, FX, Motion, Design, etc. pour TF1, M6, France TV et autres. Le tout sur un MacBook Pro 2016, 16 Go de RAM. Donc ces délires techno ne peuvent être réservés que pour des usages très très haut de gamme
ou des youtubeurs. Alors, je ne sais pas pourquoi les youtubeurs auraient plus de besoins que M6 ou TF1. Mais on peut tout faire avec des machines anciennes, mais ça prend juste plus de temps. C'est pas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il ne s'agit pas de déplacer un plafond de verre. Mon petit MacBook Pro 13 pouces, il peut te monter une vidéo que tu montes. Tu peux monter ta vidéo là-dessus, sauf que tu vas mettre un jour de plus. Et c'est clairement ça. En fait, toutes les machines aujourd'hui qui sortent, c'est comme pour un téléphone. En fait, tout peut faire le job. Même des téléphones d'il y a des années, c'est juste que ça va être plus agréable, plus pratique, plus rapide, plus puissant. Mais en tout cas, on peut exactement faire la même chose avec un Mac Studio qu'avec un ancien produit si on veut faire un simple montage vidéo. C'est juste qu'on va mettre plus de temps avec un ancien produit qu'avec un Mac Studio. Donc c'est clairement du confort d'avoir des produits comme ça, du confort d'avoir le dernier produit à la mode, le dernier produit le plus récent, le mieux spéqué, le plus silencieux. Mais on peut largement faire la même chose, en tout cas de mon côté, avec des anciens produits qui fonctionnent sous des puces Intel et autres. C'est juste que ce sera plus lent, tout simplement. Allez, voilà pour un tour rapide d'horizon des performances du Mac Studio. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail avec Didier la semaine prochaine. Et on fera un gros plan vraiment sur cette architecture M1 Ultra avec Fred Crassa. On vous verrez qu'il y a des belles choses qui se préparent dans les mois et les années qui viennent, peut-être même les semaines, vous allez voir. Allez, place à la réponse à une question tout ça un peu concernant le Mac Studio. Quel usage ? Pourquoi faire le Mac Studio ? On en a commencé à y répondre. C'est la question de notre sondage sur le compte de RLM.TV cette semaine. Regardez, pour quel usage destinez-vous le Mac Studio ? À 53,9%, vous avez répondu le montage vidéo, la 3D à 20,4%. Bon, Dieu sait, ce n'est pas la force du Mac. La photo, le graphisme, c'est peut-être l'occasion de revenir, 21,7%. Et enfin, l'édition audio, seulement 3,9%. Ça, c'est un peu surprenant. Et là, c'est là que Baptiste Dajon... sur Twitter rajoute, et c'est juste, on l'avait oublié, mais dans Twitter, on peut donner que 4 réponses pour les sondages. Le développement iOS, tu le soulignais tout à l'heure, c'est vraiment aussi une cible privilégiée d'Apple sur ce point-là. Clairement, ouais. Avec toutes les applications, alors c'est plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, pratique sur un iPad avec Swift, par exemple, c'est vachement pratique de pouvoir développer, de pouvoir créer une application sur son iPad. Mais des machines comme ça, de pouvoir gérer en même temps des formats d'iPhone 10, des formats d'iPhone 13 Pro Max, 13 Pro et autres. Quand même vachement pratique de pouvoir tout afficher à la fois avec un si petit produit comme celui-ci. Ouais, ça reste quand même une machine de niche, on peut dire ça, pour beaucoup d'entre vous. Regardez encore cette réaction sous Twitter d'Alexandre. J'utilise mon MacBook Pro 14 pouces et je m'en sers pour le développement web, encore un développeur. Ce Mac serait pour du développement de niche, je pense qu'il cible les développeurs AR/VR. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'on sait qu'Apple travaille énormément sur les fameux smart glasses qui devraient arriver, nous dit la rumeur depuis des années. Et pour moi, si cette machine surpuissante arrive maintenant, c'est pas un hasard, croyez-moi. Regardez la réaction de Nico également. C'est un produit de niche, donc ça correspond à combien de pourcentage des utilisateurs ? Eh bien, on nous a posé la question sur le compte Twitter d'Aurélien.tv. Regardez, envisagez-vous d'investir dans un Mac Studio ? Et vous êtes simplement 10,4% à répondre oui. Donc effectivement, c'est une machine de niche, mais c'est une machine de pro. Moi, j'ai pas besoin d'un Mac Studio. Mon petit 13 pouces pour écrire mes émissions me suffit largement. Par contre, mon réalisateur que vous allez découvrir la semaine prochaine, parce qu'on va faire une belle interview avec lui, parce qu'avant, il avait un Hackintosh. Donc là, c'est fini le Hackintosh avec ça. Plus de raison d'acheter un PC parce que c'est moins cher et d'installer macOS dessus. De toute façon, c'est plus possible. Ou de moins en moins. Pour 2300 €, vous avez une super machine. Avant, le ticket d'entrée, c'était quoi ? C'était 5000 € avec l'iMac Pro pour avoir une. Ouais. Donc là, vraiment, il y a un super. Après, là, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il n'y a rien. Oui, mais enfin, si tu veux vraiment faire des économies, tu peux trouver des solutions. C'est justement la réponse est quasiment du dernier chapitre de cette émission. Est-ce que le Mac Studio, il fait le Max, le Mac, il refait le Max. Le Mac Studio est-il une bonne affaire ? Alors, on a bien travaillé cette semaine, on nous a préparé plein de slides. Regardez, le Mac Studio est-il une bonne affaire ? Alors, on le compare en termes de tarifs et de specs au Mac Pro. Regardez, le Studio, le M1 Max est à 2299 €, 4599 € et 6499 € pour un Mac Pro, pour des performances, en somme toute, Didier, qui sont assez proches. C'est compliqué ça, parce qu'en fait, il mange un peu à tous les râteliers avec cette machine et inversement nulle part. Je vais te dire pourquoi. Parce que regarde, par exemple, avec JB, pour ce qu'on fait, là, des vidéos sur YouTube, tout ça, en fait, le portable, il te suffit. Et quand tu regardes le prix d'un MacBook Pro aujourd'hui, donc tu prends un M1 Max, même pas forcément très gros, finalement, tu vois, tu peux le connecter à un écran. Enfin, tu as la même puce à l'intérieur. Attends. On a la slide pour le MacBook Pro. C'est la slide suivante. Mais pour le Mac Pro, qu'est-ce que tu en penses ? Aujourd'hui, franchement, est-ce qu'il faut encore acheter un Mac Pro quand tu vois le rapport qualité-prix de cette machine ? Et ce que je te disais à l'instant pour le Hackintosh ?
Mais là, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, dans ton Mac Studio, tu peux pas rajouter un GPU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu peux rajouter 2 gros GPU AMD, tu auras vachement plus de puissance, y compris dans ton Mac Pro à 6400 balles. Mais qui fait ça, tous les pros. Mais non. Chef, si tu veux dans DaVinci Resolve, là. Oui, je sais bien, mais je connais des gens qui ont des Mac Pro, ils mettent un seul GPU. Tu peux mettre des rayons de cartes comme ça dans le Mac Pro. Et c'est quand même. Non, mais dans le Mac Pro, tu achètes cette modularité que tu n'as pas sur cette machine. Donc je trouve que pour le prix, si tu es dans un segment assez spécifique, par exemple, tu es dans un studio d'enregistrement, tu as une machine qui fait pas de bruit, qui a une vingtaine de cœurs, c'est sûr que c'est plus rentable qu'un Mac Pro. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous ont dit ah ouais, mais moi ça va être génial pour moi. Si tu fais du montage vidéo, on va dire 4K, pas trop avancé, tu fais pas beaucoup d'effets et tout, c'est pareil, ça peut être vraiment une très très bonne machine. Mais c'est tellement lié à l'usage que c'est dur de dire oui, c'est bien ou c'est pas bien en fait. Allez, enchaîne donc sur le MacBook Pro M1 Max 14 pouces. Regarde, on a fait un face-à-face. On les a comparés à un Mac Studio avec un M1 Max, avec un MacBook Pro 14 pouces M1 Max. Et là, on s'aperçoit que finalement, c'est un super rapport qualité-prix. Bon, il n'y a pas l'écran, il n'y a pas la batterie, mais voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une machine pro aussi puissante à ce niveau de prix chez Apple. Super rapport qualité-prix, il faut le dire quand c'est bien. Quand même. Il remplace bien, en fait, si tu avais un iMac, tu vois, et voilà, tu veux peut-être pas lui mettre forcément l'écran intégré, mais 2 écrans 4K ou des choses comme ça. Donc, les gens qui ont un usage fixe, c'est assez intéressant. Par contre, c'est vrai que dès que tu mets un petit écran, tu vois, un peu de bonne qualité, tout ça, t'es pas si loin du MacBook Pro. Et finalement, le MacBook Pro, il t'offre quand même la mobilité. Je vois dans le montage, c'est génial de pouvoir monter. Là, maintenant, moi, je monte des trucs en 4K et tout. Avant, il me fallait un GPU externe, etc. Et là, c'est vrai que tu as une puissance qui est phénoménale. C'est pour ça que je suis pas certain que les gens pour qui le MacBook Pro leur suffit, et puis tu vois, ils peuvent se plugger un écran s'ils ont besoin, vont forcément se dire ah ouais, c'est quand même un super bon plan, parce que là tu as quand même une machine fixe, quoi. Donc c'est pour des studios, tu vois, des graphistes, par exemple. Là j'ai des graphistes derrière, pour elles ça pourrait aller, mais de plus en plus tu fais un peu de télétravail, tu te balades, tout ça. Donc aujourd'hui, des gens qui ont des machines fixes, c'est quand même une part infinitésimale. C'est pour ça que quand on se demande si ce truc-là va vraiment marcher ou pas, c'est une vraie question. Je sais pas s'il y a encore un marché en fait pour ces machines fixes finalement. On sait que le JB, il se vend quoi, 4 portables pour une machine fixe aujourd'hui, en gros. Ouais, le nombre de Mac qu'on voit partout, et d'autant plus les derniers Mac avec les puces M1, je ne sais pas qui va acheter ça, vraiment. C'est la bonne question, la grande question que je me pose. Qui va mettre 2, 3, 4, 5 000 euros dans une machine comme ça, voire même plus, ça peut monter jusqu'à 9 000 euros. Toi, tu gardes ton portable aujourd'hui? Moi, je garde les deux. Je garde les deux parce que ça me... Alors, voilà. Je peux de 1, et de 2, ça me permet à la fois de travailler en déplacement sur une machine ultra puissante, et à la fois d'avoir le confort chez moi de travailler sur un produit qui gère des écrans et tout ça. Et voilà. Mais je ne suis pas un cas d'école. Ouais, mais tu aurais pu te contenter de la... J'aurais largement pu me contenter que d'avoir le MacBook Pro. Ouais. Alors regardez, nos confrères de Frandroid se sont amusés à faire un autre exercice, c'est de comparer le Mac Studio très haut de gamme, vraiment le full option, avec une station de travail PC, pour savoir si effectivement l'offre d'Apple était raisonnable ou pas. Ils ont comparé donc le haut de gamme de Mac Studio 64 cœurs, 128 Go, 2 Tera à son alter ego dans le monde PC, une station de travail Dell Precision Work 5820 Wh. Petit écart de prix, comme vous pouvez voir, on est à... J'arrive pas à lire d'ici, aide-moi, toi qui as des bons yeux. Oui, 7 129 € pour le Mac Studio, 11 196 € pour la centrale PC, sachant que c'est un prix remisé. Le vrai prix, c'est plutôt autour des 15 000. C'est pas le même design. C'est pas le même design, c'est pas les mêmes architectures. Alors là tu as la modularité. Tu peux mettre un maximum de choses à l'intérieur. Mais en termes de puissance, tu n'auras pas forcément plus de choses. Voilà, tu vois, tu peux mettre même des disques en RAID. Mais tu as quand même des performances qui sont proches et des caractéristiques qui sont proches. SSD de 2 Tera, 128 Go de mémoire, une carte NVIDIA Quattro RTX 8000, 48 Go. Mais on voit finalement que cette machine, elle a un super rapport qualité-prix. Et oui, bah ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, Apple a réussi à faire un produit polyvalent, même pour l'entrée de gamme, qui fonctionne quand même vachement bien, parce qu'on n'est pas sur du M1 classique ni sur du M1 Pro. Apple part directement sur du M1 Max, qui est déjà une puce qui fonctionne extrêmement bien. Donc, toi, tu vas le tester dans très peu de temps, la version M1 Max. On est en retard. Tu viens à peine de le recevoir, ouais. Mais je suis sûr que ça suffira largement pour ce que toi, tu vas avoir besoin d'en faire. Oui, déjà, je te dis, avec notre Core i9, on en était ravis, mais alors là, avec celui-là, on va tout péter. Et les MacBook Pro également, les M1 Max. Et puis moi, je crois beaucoup, justement, pour moi, c'est une machine de transition. Ouais, j'y crois aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est une période de transition, il va y avoir quelque chose qui va arriver avec une nouvelle génération de puces, peut-être M2, qui va permettre de faire encore des choses différemment en termes de design.
Et je pense que voilà, on vit une période, et j'en suis plutôt ravi, en matière de fans de Mac, assez enthousiasmante sur les nouveautés, et on n'insiste pas assez sur le côté innovation d'Apple. On est les premiers à leur taper sur la gueule, et c'est souvent mérité. On estime qu'ils n'innovent pas assez chez Apple. Mais là, sur la stratégie processeur, même si c'est des procédés qui existent par ailleurs, avoir réussi à l'intégrer si rapidement et surtout à l'industrialiser quand on voit les difficultés qu'a Sony à sortir des PlayStation aujourd'hui, qui utilisent des puces quand même assez évoluées également. C'est un tout point remarquable et on en est ravis. Et le meilleur est à venir. Un point avec Didier peut-être sur la disponibilité des produits. On en est où de la dispo des produits? On sait que c'est un vrai problème aujourd'hui. Ouais, mais ils s'en sortent pas si mal. Comme tu l'as dit, tous ceux qui ont commandé, ils ont réussi quand même à avoir leurs produits. Même si moi, tu vois, j'attends un peu l'écran, tout ça. Mais là, c'est vrai que tu es à 3-4 semaines sur le 16 cœurs, 10-12 semaines sur les 32 et 64 cœurs, là, tu m'as dit. Ouais. Et c'est vrai que, oui, même moi, je connais des gens, tu vois, qui travaillent justement pour des grandes chaînes de télé, qui ont commandé des batchs de MacBook Pro. Tu vois, les MacBook Pro, c'est sorti quand même en fin d'année. Ouais. Ils les attendent encore aujourd'hui. Donc, en fait, si tu veux un peu de quantité chez Apple et puis des configs un peu spéciales, il y a quand même pas mal de délais encore. Donc, c'est pas, tu vois, ils ont des bons contrats avec TSMC, mais tu sens que ça patine quand même encore un peu. Donc, ouais, moi, à mon avis, il y en a qui, si tu t'es pas décidé vite, je pense que tu vas attendre un moment, quoi. Bon, ce sera le mot de la fin. On enchaîne avec un dernier mot concernant notre partenaire et sponsor SanDisk Professional. Si vous recherchez une solution de stockage ultra performante pour des opérations de sauvegarde et de montage gourmand en capacité pour vos vidéos et votre post-production, SanDisk Professional commercialise le G-Drive Pro avec 2 ports Thunderbolt 3, regardez comme il est beau, et un port USB-C. Il embarque un disque haute performance ultra star de la gamme Enterprise et il porte une garantie de 5 ans. Donc c'est la fiabilité assurée. Sa capacité de base est de 4 Tera et se décline une nouveauté désormais jusqu'à 20 Tera. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de Mac Pro. Bref, du sur-mesure pour le Mac Studio. SanDisk Professional est présent à chaque étape de votre workflow. Autre partenaire ce soir, CyberGhost, qui vous propose un bon plan si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne ou rester à l'abri des regards indiscret ou encore assurer du streaming vidéo si vous voulez regarder des chaînes étrangères en France. CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut. Chiffrement de points tout en étant simple d'usage. Gestion jusqu'à 7 appareils si vous avez une grande famille. Et bien sûr, tous les modèles d'Apple qui tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV. Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois gratuits. Vous trouverez tous les éléments et le lien pour vous abonner dans la description. C'est un beau moyen de soutenir. On refait le Mac. Allez, on est arrivé au terme de cette émission. On passe au coup de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec Didier. Eh ben, écoute Olivier, moi je suis comme JB, j'adore tester tous les produits tech qui sortent et j'ai testé un truc assez original il n'y a pas très longtemps, c'est un purificateur d'eau. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de l'eau très, très nickel. Et c'est des Français, ils s'appellent Lavi, c'est joli comme nom. Et ils ont fait, en fait, c'est un système, c'est avec des UV. Donc tu prends une petite bouteille, tu la mets sur un socle et je crois en quelques minutes, ils arrivent à te purifier l'eau, donc ils t'enlèvent tous les germes, les virus, etc. Et tu vois, avec le Covid, tout ça, il y a des gens qui étaient assez flippés de ça. Et il y a un côté très... les UV, c'est comme le mettre au soleil, donc il y a un côté assez naturel, entre guillemets. Il n'y a pas de filtration, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de filtration, voilà, c'est vraiment qu'avec des UV. Et ça, après, tu peux pas tester. J'essaie un peu d'élargir ton vocabulaire. Tu es tellement jeune. Mais ils l'ont fait tester par des universitaires. Et apparemment, ça marche bien. Et je sais plus, tu m'as déconcentré. Du coup. Ah oui, et alors, donc, ils ont fait des versions un peu légères que tu peux emmener. Donc, ouais, il y a comme des gourdes. Pour te balader. Et ils ont fait aussi des versions, alors ça s'appelle, je sais plus, La Fontaine et La Source. Voilà, donc pour des grandes capacités, tu vois, 5 litres, donc pour l'entreprise. Ouais, je sais qu'il y en a qui dépensent des fortunes pour avoir ça. Mais évidemment, il y a plein d'endroits où l'eau du robinet est nickel. Mais bien chez nous. Pour ceux qui sont un peu flippés, c'est pas mal. Ça s'appelle Lavi et les prix, ça va de tout. Enfin, je crois que ça démarre à 100 et quelques et puis ça. Quand même. Il n'y a pas de limite. Bon. Ah oui, tu sais, c'est cher quand même les UV. Bon, très bien. JB, un appareil connecté de ton côté. Ouais, parce que comme dirait si bien Didier, on adore tester les produits connectés. Et c'est ça en fait. Alors là, ça ressemble vraiment à rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les derniers Nanolith Lines.
Ouais. Ce sont des lumières connectées. Ah, c'est ce que nous on utilise derrière toi. C'est sûrement, voilà, ça c'est les Elements, je crois, en bois. Ouais. C'est le même style, sauf que là ce sont On des les voit lignes sur la vidéo. Ouais. qu'on met bout à bout et dont on peut faire exactement la forme que l'on souhaite, avec une lumière qui est inversée en fait. C'est pas droit vers nous, mais c'est sur le mur, c'est projeté sur le mur. Donc tu l'as installé chez toi pour. J'en ai installé chez moi pour vidéos, voir ce que ça pouvait donner. Ça rend, je trouve, super bien. Et Nanolive, j'aime vraiment bien leurs produits parce que déjà, ils sont Apple HomeKit, donc ça c'est très pratique d'avoir dans son application, de pouvoir tout gérer avec la voix Siri, Amazon et Google. Et c'est des produits en fait modulaires, on peut vraiment partir du pack de 12, en rajouter 6, en rajouter encore plus. Ça marche super bien, c'est joli, et voilà. Voilà, un peu comme on a fait derrière toi avec les Elements. Hein, même principe, exactement pareil. Ouais, et au fur et à mesure, on peut rajouter des pièces, comme un petit puzzle, comme un petit Lego. Et un jour, quand on sera riche, on pourra couvrir complètement le mur du studio de Refait le Mac. Vous allez voir, ça va venir. De mon côté, tu parlais d'Alexa. C'est le nouveau Echo Show 15. C'est la dernière née de la gamme Alexa d'Amazon. Regardez, je l'ai avec moi. Et voilà, c'est carrément un petit cadre numérique. Hein, c'est assez joli, je trouve. Ça ressemble un petit peu, si on revient sur le plan large dans ce studio, au Meural, les cadres Meural qu'on a dans ce studio, évidemment plus petit et beaucoup moins cher. La qualité d'écran n'est pas la même non plus, mais c'est un peu le concept. On peut mettre des photos. Tu as testé, hein, je crois, toi aussi. Alors, c'est un peu moins bon en termes de son, évidemment, parce que c'est extra plat, mais ça fait super dans une cuisine, regarde. C'est connecté. On peut connecter l'ensemble des objets connectés de la maison. On peut le mettre en mode portrait ou en mode paysage. On peut regarder ses recettes, c'est sympa. Et puis, il y a nouveauté, des widgets donc, qui permettent d'avoir ces listes de lecture, la météo, j'en passe. À vous de le configurer comme vous voulez. Je trouvais ça plutôt sympa. Le son est peut-être un petit peu bof par rapport au modèle un peu plus péchu. Son prix 250 €. On peut trouver ça cher pour quand on voit les prix des Google ou des Amazon Alexa d'habitude. Mais il y a un vrai écran 15 pouces et on peut vraiment regarder la télé ou la vidéo. Pour la cuisine, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 438e épisode ou 337e, je ne sais plus, épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci JB d'être venu jusqu'à nous. Avec tu reviens grand quand tu veux. plaisir. J'étais ravi de faire partie de cette émission. Voilà. Et la prochaine fois que tu reçois un Mac Studio, appelle-nous, qu'on soit là. On révise en même temps que toi, comme ça on sera prêt en même temps que toi. Ça, carrément. Hein, bon, on sait que tu signes des NDA, que tu n'as pas le droit d'en parler, mais ça sortira pas d'Internet. Il vit dans un Apple Store. D'ailleurs, voilà. Je vis chez Apple en fait. En tout cas, il y a beaucoup de chance. Didier, merci. Comme chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour le grand test. Mais oui, et en attendant, les amis, si vous voulez, on a fait plein de tests aussi sur notre chaîne. Voilà, donc tout ça se complète, c'est très bien, et je sais que la plupart des gens regardent. Là, il y a déjà 2 vidéos, c'est ça? Tu as fait Oui, au moment où on fait cette vidéo, il y a même l'iPad Air qui sort ce soir. Tu attends l'Apple Display, le Studio Display. J'ai du mal avec le nom d'Apple. Il est là, il est à côté, là. Je suis en train de le tester. Tu as prévu combien de vidéos sur le Mac Studio? J'ai pas encore compté, j'en ai sorti une à ce stade, parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment dans la tech, mais il y en a d'autres qui vont arriver dans les jours prochains. Bon, donc suivez bien connectés. The Collection sur YouTube, et puis n'oubliez pas de vous abonner également à Refait le Mac et de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on a besoin de plus d'abonnés, on doit rattraper, on n'est pas très loin de toi, on est à quelques 700 000 près, on te rattrape. L'année prochaine, on sera à ton niveau. Voilà, merci encore pour la fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour le grand test du Mac Studio. Merci encore et à la semaine prochaine. Au revoir.